21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir, tous les soirs des projets innovants d'Île-de-France, mais Paris d'avenir aussi, c'est ce qui concerne le quotidien de l'entreprise. Il faut le savoir, les salariés de plus de 50 ans représentaient un peu plus de 24% de l'emploi total en France en 2008 contre 20% en 2000. Ce sont les derniers chiffres que l'on a, mais dans le même temps, et on le sait, le chômage des plus de 50 ans augmente. Il y a ceux aussi qui veulent faire partager leur expérience une fois qu'ils sont aussi à la retraite. Être senior en entreprise, ce n'est pas une sinécure. Valoriser ce savoir-faire, on en parle ce soir dans Paris d'avenir avec Jean-Christophe Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Piana RH, également Alain Finot, bonsoir. Bonsoir. Directeur d'Optitop et également auteur de l'employabilité des juniors et des seniors, publié aux éditions Liaison. Jacques Barry, bonsoir. Le délégué général du groupe CESI. Et enfin Bernard Cautran, bonsoir. Bonsoir. Le président de Lecti. Jean-Christophe Lefebvre, je vais me tourner vers vous pour commencer. Piana HR, leader français du recrutement et de gestion de carrière, qui est constitué en fait de 4 agences. Ça a un peu plus environ 5 maintenant, voilà, ça a 10 ans. Vous êtes évidemment à Paris avec aussi des branches internationales, il faut le dire, sur des pays comme l'Algérie, le Benelux, même la Chine, les États-Unis. Voilà, alors c'est ce que je disais, être senior en entreprise, ce n'est pas une sinécure. Alors on est senior à partir de quand? Il y en a certains qui considèrent que passer les 50 ans, on est trop vieux. Il y en a certains qui disent même 48 ans, pourquoi pas 45? Enfin, on va reculer jusqu'à quel degré comme ça? Je ne vais pas commencer à mettre un pavé dans la mare, mais je pense que dans le recrutement, vous avez beaucoup de cabinets de recrutement qui considèrent qu'à partir de 40 ans même. À partir de 40 ans, on est senior. À partir de 40 ans, on a déjà des problèmes à trouver un job. Et c'est vrai que c'est un peu un vrai sujet. Donc, en tout cas, pour ceux qui connaissent le marché du recrutement et pour ceux qui connaissent le marché même des cabinets de recrutement, sur des fonctions cadres et non cadres, beaucoup de gens, dès 40 ans, rencontrent des difficultés. Donc, c'est en effet un vrai sujet. Et en tout cas, bon, alors après, c'est un peu pour la polémique. Je pense que c'est assez progressif. Mais voilà, en tout cas, sachez-le, dès 40 ans, ça peut être un problème. Et alors voilà, la difficulté aussi, c'est qu'en France, on ne montre pas vraiment l'exemple, puisque le taux d'emploi des seniors, qui est autour de 40%, est inférieur aussi à la moyenne européenne, il faut le dire. Alain Finot, vous suivez ça aussi de près, Optitop. Bon, vous êtes notamment spécialisé aussi dans le conseil, l'ingénierie et justement les formations en ressources humaines et en management. Et donc, vous êtes l'auteur de ce livre, l'employabilité des juniors et des seniors, où vous suivez les deux aspects. On sait évidemment qu'il y a beaucoup de chômage chez les jeunes, mais aussi du chômage chez les seniors, et on a l'impression vraiment c'est toujours la question récurrente qui revient année après année, comme si on n'arrivait vraiment pas à trouver une solution. Il n'y a pas une solution, il y a l'adéquation de ces populations par rapport à un marché de l'emploi, et cela tout au long de la vie professionnelle. Et ces populations sont considérées plus sensibles parce qu'on est sur deux extrêmes du marché de l'emploi, et notre éducation, notre culture française fait que l'emploi repose principalement sur la tranche des 30-50 ans. Et on a complètement sectorisé l'emploi des personnes par tranche d'âge, avec effectivement les seniors qui ont un taux d'emploi de 40%, c'est en légère progression depuis 2 ans, donc on voit qu'il y a quand même de l'amélioration. Et puis la même chose à l'autre bout avec les juniors, avec un taux d'emploi très faible et qui reste encore très faible. Et pourtant, voilà, on peut progresser, on peut continuer aussi, et heureusement, à faire carrière dans l'entreprise au fil des années. Et finalement aussi, c'est votre rôle, le CESI, Jacques Barry, donc organisme de formation professionnelle et continue qui a plus de 50 ans d'existence. Vous avez des organismes aussi en Île-de-France. Et à l'origine, d'ailleurs, vous vous occupiez en particulier aussi des seniors et de leur formation, oui, et de l'intérêt qu'il y avait aussi à trouver sa place dans l'entreprise et à progresser. Absolument. Le CESI a été créé il y a maintenant bien longtemps, comme vous le dites, en 1958, dans la politique de l'époque, qui était une politique de promotion sociale, pour permettre de promouvoir des agents de maîtrise et des techniciens à des postes d'ingénieurs. C'était vraiment une volonté partagée des grandes entreprises qui ont créé le CESI. C'est dommage qu'aujourd'hui, ce soit moins vrai. Donc il y a moins de volonté de formation du côté des seniors. Vous le sentez ou... Je pense qu'il y a vraiment un problème dans notre pays. On ne peut pas mettre à retraite à 67 ans pour la plupart des gens. C'est ce que je disais, voilà, et dire qu'à 50 ans... Et dire qu'à 47 ans, donc quand il leur reste encore 20 ans à travailler, ils sont bons à mettre au placard. C'est pas possible. Au contraire, il faut pouvoir les remotiver, les requalifier, reconnaître leurs qualifications, reconnaître leurs compétences. Et pour moi, ce problème n'est pas un problème... Il ne faut pas regarder que le problème des seniors. C'est lié à toute une politique de gestion des carrières.
C'est parce que à l'embauche, on ne favorise pas suffisamment, par exemple, des formations comme l'apprentissage. C'est parce que dans le choix des responsables, tout au long des carrières, on ne favorise pas suffisamment la promotion interne. On parle souvent du modèle allemand. C'est pas un modèle pour tout, l'Allemagne. Mais dans ce domaine-là, certainement la réussite des entreprises allemandes, et notamment des moyennes entreprises allemandes, tient à cette politique de carrière. Oui, on sait que l'apprentissage a un taux nettement supérieur, 3 fois supérieur à ce qui se passe en France. Et tout va ensemble, je dirais. Ça découle finalement, c'est dès qu'on prend des jeunes à la formation qu'on peut aussi avancer au fur et à Absolument, mesure. c'est pour ça qu'il n'y a plus que ce créneau un peu ridicule entre 30 et 40 ans, où on est pleinement opérationnel, ce qui est évidemment faux. Oui, parce qu'il y a toute raison de continuer. Et même de continuer après, finalement, c'est ce que vous montrez aussi, Bernard Cotran, donc président de l'ECTI. Alors vous êtes une association de professionnels seniors bénévoles, et voilà, où finalement, il y a, je crois qu'il y a environ 3000 bénévoles retraités, c'est ça ? Oui, 2500 approximativement. Oui. Voilà, qui proposent aussi leur service bénévolement, même quand on est à la retraite, on peut continuer et montrer aussi son expérience. Ben, tout à fait. Nous, on s'occupe en fait, si j'ose dire, du créneau qui est après celui dont vous avez parlé. Aujourd'hui, les gens partent en retraite, disons, vers 60 ans, 55-65 ans, mais ils ont encore avant d'arriver, je dirais, à un âge où le handicap empêche l'activité, il y a encore une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon les individus, pendant lesquels on a des personnes, des seniors en pleine santé qui peuvent encore apporter beaucoup de choses à la société. Et donc notre association, effectivement, utilise ces seniors de manière à ce que, bénévolement, ils puissent apporter des services à la société. Et une grande partie de leurs interventions concerne l'industrie, les services. Alors c'est très, très vaste aussi. J'ai l'habitude de décliner le sigle ECTI en entreprise, collectivité territoriale et insertion professionnelle. Voilà. Donc nous travaillons pour les entreprises, les petites entreprises, PME, PMI, TPE surtout, les collectivités territoriales, de même chose les petites communes. Et puis sur l'insertion professionnelle, donc nous aidons soit des chômeurs, demandeurs d'emploi, soit des détenus, puisque nous intervenons dans une vingtaine de prisons en France en partenariat avec la direction d'administration pénitentiaire. Et puis également, nous intervenons auprès des étudiants dans les universités, dans les grandes écoles, pour les aider à connaître l'entreprise et à trouver leur projet professionnel. En tout cas, c'est un enjeu aussi économique. À l'heure où on parle, évidemment, on s'approche de la présidentielle, parce que l'emploi des seniors, c'est vraiment un élément central aussi pour les politiques publiques, parce que ça pèse aussi sur les finances de la collectivité, sur les coûts aussi salariaux des entreprises. Donc il y a un véritable enjeu derrière tout ça. On va y revenir après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. Demain sur BFM Business. « 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. » Une étude assez récente menée par les sociétés Oremis et Manway, c'était en novembre dernier, affirme que les seniors au travail sont très nostalgiques de la retraite à 60 ans. Ils disent souvent que leurs conditions de travail se sont dégradées. Ils parlent d'un accès à la formation toujours réduit. Ils n'observent aucun effet concret des fameux accords seniors obligatoires dont on a parlé il y a de ça 3-4 ans. Alors rien de bien engageant, mais justement comment valoriser ce savoir-faire des seniors? C'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec Jean-Christophe Lefebvre, président de Piana HR, Alain Finot, directeur d'Optitop, Jacques Barry, délégué général du groupe Saisi, et Bernard Cotran, président de l'ECTI. On sent quand même, quand on en parle, quand on regarde un petit peu nos voisins aussi à droite à gauche, que c'est quand même un peu une exception culturelle. On vous en parlait tout à l'heure, Alain Finot, voilà, la carrière c'est entre 30 et 50, voire 30 et 40, mais rien avant, rien après. Et avec souvent les mêmes stéréotypes qui viennent sur les seniors, c'est une productivité moindre, évidemment des compétences, on a l'impression qu'elles vont être moindres aussi qu'auparavant, ce qui finalement c'est un peu contradictoire puisqu'on avance aussi dans une carrière, moins facile à manager, enfin voilà, toujours les mêmes idées aussi qui reviennent. On a beaucoup de préjugés sur l'emploi des seniors. C'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué après les années 80 à l'occasion de la mise en place des pré-retraites. La France a été habituée à ça et on a incrusté sur les chromosomes de tout un tas de salariés le fait que je quitterai mon emploi à partir de 55 ans pour avoir des systèmes relais jusqu'au départ à la retraite. Ce système
système a été cassé il y a maintenant presque une dizaine d'années, ce qui fait que culturellement, il faut maintenant le temps que tout ça agisse. Donc à l'inverse, maintenant des plans seniors ont été mis en place, 35 000 accords ont été mis en place au niveau des entreprises depuis 2 ans, donc c'est quand même énorme. Il y a quand même une 80 accords de branche ont été mis en place en plus. Et pourtant l'impression ressentie, voilà, c'est ce que je disais, d'après les études, certains disent on n'a pas vraiment l'impression concrètement... Oui, parce que je pense que c'est à petits pas. On ne peut pas décréter, c'est quelque chose qui va se produire au fur et à mesure. Je le disais tout à l'heure, hein, le taux d'emploi s'est passé de 39% à 40% en 2 ans. Une augmentation de 3%. Et progressivement, on va aller dans ce sens-là. Les Finlandais ont mis en place, dans les années 80, un système qui leur a permis de passer du système de pré-retraite à un système d'emploi jusqu'à 60, voire maintenant 65 ans. Ils ont pris une dizaine d'années d'avance par rapport à nous et on voit aujourd'hui que les conditions de travail ont été boostées, que tout le monde en profite du coup. Il n'y a pas que les seniors. Hein. Ils ont une gestion de la diversité des âges et non pas une gestion des seniors, une gestion des juniors, une gestion du middle age. Donc, je crois que c'est très important parce que c'est intégré tout ça. Voilà, c'est tout au long de sa vie professionnelle. Oui, c'est ce qu'on disait, ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, de partir de l'apprentissage pour aller évoluer au fur et à mesure. Et donc du coup, il est important que à l'intérieur, chacun dans son parcours professionnel puisse être acteur, se préparer à ça. On disait tout à l'heure, dès 40 ans, ça pose des problèmes. Alors, au niveau des statistiques, il est communément admis qu'on est senior à partir de 50 ans, on est junior jusqu'à 30 ans. On sait que pour être prêt, il faut à partir de 45 ans se préparer et avoir des outils qui ne sont pas spécifiques purement aux seniors, mais pour lequel il va y avoir des indicateurs plus prégnants. Là, on va parler de ces outils, seniors. Mais voilà, Jean-Christophe Lefebvre, je vais vous faire réagir, parce que vous, je crois que vous êtes un peu plus radical sur la notion d'avancer à petits pas. Enfin, je pense qu'on a un problème, c'est pas un problème des seniors en général, c'est un problème structurel en France. Donc c'est vrai que les entreprises ont pris l'habitude de saucissonner le problème, et c'est un peu la responsabilité des DRH, avec tout le respect que j'ai pour les DRH, évidemment, hein, avec qui je travaille, qui ont malheureusement pas le monopole du cœur, et qui n'ont pas le pouvoir. Donc il y a de bonnes volontés, il y a de bonnes intentions, mais dans les faits, ça n'aboutit à rien. Aujourd'hui, il faut sensibiliser. C'est pas les RH qui doivent prendre ça en main, c'est au-dessus. C'est pas ça, c'est globalement, à un moment donné, pour rencontrer quelques présidents, oui, c'est important les jeunes, oui, c'est important les vieux, oui, c'est important les handicapés. C'est fatigant, on voit bien que dans les faits, ça aboutit pas à des choses très concrètes. Et puis on voit bien que quand les politiques s'en mêlent, c'est encore pire que tout. Ils ont mis 1% de pénalité sur la masse salariale en disant attention, il faut s'occuper des seniors. Et puis on ne sait même pas quels sont les vrais indicateurs qui vont permettre réellement à la mise en place et être bon élève vis-à-vis des politiques. Donc ça manque un vrai manque de pragmatisme. Un des sujets, même si c'est pas le sujet peut-être spécifique de la compétence des seniors, mais si on ne parle pas du recrutement de personnes qui cherchent un job à partir de 50 ans, on oublie quand même le motif numéro 1 de non-intégration professionnelle. On vous parlait de carrière. Enfin, on n'est plus au Japon, hein. Quelqu'un qui part à 20 ans et qui termine à 70 ans, c'est terminé. Donc aujourd'hui, le recrutement... Même si au Japon, ils ont pris, évidemment, ils ont un vieillissement de la population particulièrement important, ils ont pris le dossier à bras-le-corps, on va dire, comme aux États-Unis aussi, où finalement, ils ont... Il faut être réaliste. J'entends la GPEC, la carrière, l'accompagnement, préparez-vous à 45 ans. Je l'entends, tout ça. La réalité, c'est pas celle-ci. La réalité, c'est qu'on perd un job à 35, qu'on en retrouve un à 37, qu'on en repère un à 42, qu'on en retrouve un moins bien payé à 45, et puis c'est comme ça qu'on arrive peut-être progressivement dans le mur. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que le vrai sujet, il est structurel. Donc, bien évidemment, la transition sur le droit du travail, bien évidemment sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser les populations, et qu'il faut, j'ai envie de dire, un traitement égalitaire pour tous, et surtout un système progressif. C'est pour ça que vous avez écrit « Faut-il jeter le code du travail aux orties ?» C'est une vraie question, en effet, que j'ai posée dans le livre. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité à ce sujet. Mais c'est vrai que l'employabilité des seniors, ou l'employabilité des jeunes, ou l'employabilité tout court, c'est véritablement un problème structurel en France. Et il y a 2 sujets, et après je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, on va laisser un petit peu de temps de parole, parce que là, c'est comme les politiques, vous voyez, il en reste à peu près 2 ou 3 pour les 2 autres intervenants. Donc... Mais en tout cas, voilà, il faut, dès que je pourrais reprendre la parole, aborder l'aspect structurel du Code du travail, qui est un vrai sujet, et qui ne fait qu'empirer la situation, j'insiste, sur les seniors. Jacques Barry. Moi, je voudrais reprendre en disant que il n'y a pas que le Code du travail. On pourrait dire aussi le code de la fonction publique.
Ça, c'est autre chose. Je veux dire, un pays où un des plus grands professeurs de médecine est obligé d'arrêter de travailler et de partir aux États-Unis, et maintenant il est question qu'il parte en Chine, professeur Montagnier pour ne pas le nommer, alors que le monde entier nous envie quelqu'un de cette capacité-là, est obligé de s'arrêter parce que c'est la règle. Et derrière ce problème des seniors, il y a aussi ce problème de vouloir traiter tout le monde de la même façon. Il y a de la souffrance au travail. On en a de tristes preuves tous les jours. Il y a de l'ennui au travail. Mais il y a aussi des gens qui s'intéressent beaucoup à leur travail. Il y a des gens qui ont envie de continuer. S'intéresser à 50, 55 ans à leur travail. C'est pas la peine de faire la même règle pour tout le monde. Que des gens puissent s'arrêter plus tôt, très bien. Mais que ceux qui peuvent et veulent continuer, et en général c'est ceux qui en ont la capacité précisément, que cela puisse. Alors on peut se dire, hein, Bernard Cotran aussi, même si c'est intéressant de faire du bénévolat quand on est retraité, mais quelque part, voilà, ne pas oser aussi finalement demander, pourquoi pas, on peut se dire aussi qu'on pourrait se faire payer pour ces services qu'on propose. Oui, mais les retraités généralement ont un certain nombre d'exigences qui sont un peu différentes, je dirais, des salariés. Et notamment, ils recherchent bien sûr à donner un sens à leur vie, à se rendre utile, mais également, ils souhaitent ne pas avoir les contraintes du travail, donc la pression, le stress, les horaires, etc. Et donc, par conséquent, le bénévolat permet d'avoir une vie équilibrée, pour autant qu'on ait une retraite suffisante, bien sûr, mais permet d'avoir une vie équilibrée entre le souci de sa famille, le souci de sa culture et avoir une activité... Et donc garder un pied quand même dans l'univers du travail. Sont plutôt des cadres retraités. Alors, effectivement, ce qui fait aussi une différence, bien sûr. Les adhérents que nous utilisons sont effectivement des cadres, hein, voire des cadres supérieurs. Oui. Donc on a commencé à avancer aussi un peu les pistes. Bon, on a bien compris que c'était un problème structurel. Il y a peut-être des moyens d'évoluer, de faire évoluer aussi la formation, mais ça sera après une nouvelle pause dans Paris d'Avenir et le journal de l'économie sur BFM Business. Paris d'Avenir. Le futur est capital sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business. Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Ce sont 17% des employeurs, on va dire seulement 17%, hein, qui estiment qu'ils seront confrontés à la disparition de certaines compétences clés détenues par les seniors dans les 5 ans à venir. Ils affichent donc leur volonté de mettre en place des mesures en faveur du maintien des seniors dans l'entreprise. C'est ce qui ressort d'une étude de la DARES. Dans le même temps, et on le voit, et particulièrement ce soir, hein, les seniors ont parfois du mal à trouver leur place en entreprise et à poursuivre leur carrière, à évoluer au-delà de 50 ans. Valoriser le savoir-faire des seniors en entreprise, c'est le thème ce soir de Paris d'Avenir avec Jean-Christophe Lefebvre, un président de Piana HR, leader français du recrutement et de la gestion de carrière. Alain Finot, directeur d'Optitop et auteur de l'employabilité des juniors et des seniors aux éditions Liaison. Jacques Barry, un délégué général du groupe CESI, organisme de formation professionnelle et continue. Et Bernard Cotran, un président de l'ECTI, association de professionnels seniors bénévoles. Alors, on va essayer de positiver un peu dans ces difficultés un peu structurelles dont on parlait et d'essayer de comprendre finalement les enjeux et en matière notamment de formation, hein, Jacques Barry, parce que finalement on voit apparaître aussi une nouvelle notion qui est la troisième partie de carrière, on va dire, et comment la faire évoluer. Et ça, malgré tout, même si vous disiez tout à l'heure que ça pêchait un petit peu, on essaye quand même de faire évoluer. Je crois que d'abord ce qu'il faut dire, c'est que ça marche. Chaque fois qu'il y a des expériences, ça marche. Moi, j'ai un exemple très précis en tête qui se passe à Nancy, qui est complètement financé par le Conseil régional de Lorraine, que je salue au passage, parce que qui est une formation pour d'anciens ouvriers du bâtiment et des travaux publics qui ont été victimes soit d'accidents professionnels, soit de maladies professionnelles. Donc en plus d'être seniors, parce qu'ils ont plus de 45 ans, ils ne peuvent vraiment plus faire les travaux physiques que nécessite leur ancien métier. Mais ils ont des compétences considérables, ces gens-là. Ils ont travaillé 20 ans sur des chantiers et on les promeut à des fonctions de chef de chantier. Et ça marche. Et finalement, ça a apporté leur savoir-faire. Ils apportent leur savoir-faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce au Conseil régional de Lorraine, on mixe les publics avec des jeunes en alternance. Alors évidemment, quand on mixe des publics entre des anciens et des jeunes, il faut utiliser ce savoir-faire des anciens auprès des jeunes.
C'est un peu ce qu'on appelle en langage pédagogique l'enseignement mutuel. Voilà, ou du tutorat, du mentorat, finalement, toutes ces idées qui sont... Mais ils savent des choses, et on utilise ceux qui savent pour s'adresser aux jeunes qui sont dans le même groupe qu'eux. Et finalement, c'est aussi ce que... je peux vous dire, ça marche. Et c'est ce que fait aussi Alain Finot. Et Ce qui est inversement. aussi très intéressant, c'est le tutorat croisé. C'est comment un jeune peut aussi apporter son savoir-faire à un senior pour qu'il se mette à jour dans son habileté, dans ses compétences, Tout à fait. qu'il soit toujours aussi productif. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir combiner les deux Alors, aspects. c'est vrai que ça demande un vrai travail pédagogique, ce que nous faisons au CESI de manière habituelle, mais ça demande une compétence des formateurs que tous n'ont pas. Donc il y a un problème aussi de formation de formateurs, et il faut que les organismes qui s'engagent dans cette voie fassent cet effort. Et ce savoir-faire aussi, c'est ce que vous apportez, hein, Bernard Cotran, finalement, être aussi à la fois des tuteurs, des ambassadeurs. Parfois, on parle de seniors globetrotters. Je crois aussi vous proposez aussi des missions, finalement, même plus larges que ça, à l'international. Oui, on en fait effectivement quelques missions à l'international, oui, à caractère technique. Mais pour revenir à ce débat, effectivement, c'est notre tasse de thé, j'allais dire, quotidienne, que d'apporter notre expérience, notre vécu à des publics qui en ont besoin, de manière à ce qu'ils puissent pérenniser ou créer ou pérenniser leur activité. L'emploi, c'est une chose, mais on peut aussi créer son emploi. On travaille beaucoup sur la création d'entreprises, par exemple. On a des modules de formation pour les auto-entrepreneurs, de manière à ce qu'ils réussissent dans leur voie. Donc, on a aussi, d'ailleurs, au passage, on a monté il y a quelque temps une formation aussi pour justement des seniors de plus de 50 ans pour... plutôt sur l'aspect motivation. Redonner du... Parce que c'est notre métier, enfin notre métier. Oui, finalement, c'est un métier. Oui. C'est ça, c'est d'accompagner, de motiver, de dynamiser des publics pour qu'ils puissent créer ou pérenniser leur activité. En tout cas, les seniors qui bougent, qui veulent avoir des idées, on va le voir avec Isabelle Golens qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Isabelle, avec un réseau social pour les seniors. Oui, il s'agit d'un réseau social pour l'activité des seniors ou des seniors en activité. Le constat est partagé, les plus de 50 ans sont de plus en plus actifs et c'est sur ce créneau que se positionne Quintonique, un réseau social de forme classique, gratuit, simple et pratique. Le mot d'ordre des fondateurs, proposer aux seniors de partager de nouvelles expériences pendant leur temps libre ou dans leur activité professionnelle et élargir le cercle de leurs connaissances. Petite originalité, la plateforme s'organise géographiquement et propose de s'inscrire à des groupes régionaux. Alors, autre critère mis en avant, Isabelle, la mise en ligne de tout un tas d'articles, le plus possible évidemment autour des préoccupations des seniors. Oui, alors on trouve tout un tas de thématiques, voyages, loisirs, mais aussi l'argent et le travail version senior. Exemple justement de dossiers mis en ligne récemment. Crise économique, partir en retraite encore plus tard. Accompagné de conseils et de questions autour de la retraite progressive ou du cumul de la retraite et d'un emploi par exemple. La version test de Quintonique a été lancée l'été dernier et depuis le début de l'année, elle fonctionne pleinement. En quelques mois, le réseau a attiré près de 52 000 membres d'une moyenne d'âge de 58 ans. Côté projet, une application smartphone axée sur la géolocalisation pour découvrir ce qu'il y a à faire, tout à côté de chez soi. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, ça prouve bien que les seniors ne sont pas has-been, ils sont sur les réseaux sociaux, ils utilisent des smartphones et ils s'informent, ils se documentent. Voilà. On a vu des exemples, heureusement positifs avec vous, Jacques Barry, Jean-Christophe Lefebvre. Il ne faut pas oublier, il faut faire attention quand même à la formation. Mais j'en ai d'autres. J'imagine aussi. On va faire une deuxième émission. Il faut faire attention quand même aussi à quel aiguillage prendre à partir de les fameux 40-45 ans dont on parle. Oui, alors la gare d'aiguillage, c'est un problème qui se produit dès 18 ans à peu près. On le voit déjà même avant. 14. Oui, et puis le problème de la gare d'aiguillage, c'est que globalement... on va les prendre dès la maternelle à ce moment-là. En 93, on a connu une période un peu dure. C'était la première fois où je pense que les personnes d'à peu près 50 ans se retrouvaient très concrètement sans job. Et ça a beaucoup marqué, en tout cas, cette population. Moi, je sortais de mon école de commerce à 23 ans, et ça enlève beaucoup de rêves et beaucoup d'idéal sur l'inscription à la durée dans l'entreprise. Ce qui est certain, c'est que pour réussir, il y a quand même, pour être assez positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif, évidemment, c'est que je pense que la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de métiers à partir de 50 ans qu'on oublie et qui sont énormes, en fait. On peut devenir entrepreneur. La franchise, par exemple, est un secteur qui marche très très bien. Beaucoup de quinquas partent avec un chèque, c'est un peu le problème, mais qui est versé généreusement par l'entreprise au moment du départ. Et donc, il peut être un moyen d'intégrer la franchise. Il faut savoir que la France
est le premier acteur de la franchise dans le monde. Donc vous avez énormément de personnes qui vont justement profiter, monter leur entreprise. Voire reprendre des entreprises. Alors c'est des franchises, donc ils ont l'avantage d'être entrepreneurs et sécurisés par un business model qui est à peu près validé. Donc ils prennent moins de risques. Et c'est vrai qu'à 50 ans, on ne va pas mettre sa maison en caution, sa famille. On a souvent des enfants qui sont en scolarité. On a aussi besoin de revenus. C'est d'ailleurs le gros problème de cette population, c'est qu'elle a besoin de gagner sa vie et elle ne peut pas accepter des jobs à 1500 € brut. Donc le vrai sujet est aussi là, entre la problématique d'avoir des enfants de plus en plus tard, d'arriver dans le marché du travail de plus en plus tard. Et donc ça, c'est un vrai problème quand il faut trouver l'équation entre ses revenus et ce que l'entreprise peut verser comme salaire. Et deuxième point très intéressant, c'est le portage salarial. On n'en parle pas, c'est un vrai sujet, ça marche plutôt bien. Ça a été légalisé, ça permet justement de bien se développer. Donc c'est une voie qu'il faut regarder. Et je pense que ça plaît beaucoup aux entreprises qui sont quand même... Finalement, on reste indépendant tout en étant... On reste indépendant, on a le statut salarié, donc en cas où on se retrouve au chômage, on bénéficie des ACDIC. C'était un vrai sujet légal qui a été réglé et soulevé, donc ça se passe plutôt bien. Et puis on a le management de transition, qui est un peu à l'image de ce que vous faites gratuitement, c'est votre concurrence déloyale, mais qui fonctionne plutôt bien, et je pense que c'est un bon sujet. On voit bien que l'esprit de l'entreprise, c'est de plus en plus une mission. On trouve moins en moins un job, mais on fait une mission de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Donc là, ça peut être un bon partage de savoir, et ça peut plutôt bien fonctionner. Donc c'est des voies qui sont assez simples, et je pense qu'il faut juste y penser et se dire que on peut ajouter la reprise d'entreprise. Clairement. Qui est aussi aujourd'hui un grave problème. Nous avons énormément de PME qui arrivent en un âge où le dirigeant créateur justement parce que les patrons s'en vont aussi. Est obligé de partir. Et il n'a pas de successeur attitré. On parle de 700 000. Un mot Alain Finot avant de marquer une nouvelle pause et une dernière pause. On voit dans tous ces types d'expériences que la valorisation des savoir-faire est vraiment majeure chez les seniors parce qu'il y a ce côté adaptabilité, alors qu'on a l'impression que dans les idées, dans la tête de beaucoup de gens, il n'y a pas cette adaptabilité. Deuxièmement, il y a l'aspect opérationnel. On est directement capable de mener une mission, que ce soit en management de transition, que ce soit sur des postes où on confie des responsabilités dans l'entreprise pour des missions durables. Le senior peut être prêt, pour peu que le senior lui-même se soit préparé à ça. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est partagée. Il y a un dicton que j'aime bien, le jeune, il court très vite, le senior, il connaît les raccourcis. Les deux arrivent en même temps. Alors on y reviendra, on va marquer une dernière pause, voir justement s'il y a des perspectives, il faut y croire en tout cas, après une dernière pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. Ce soir à 22h. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Ce sont quand même plus de 15% des Français de plus de 50 ans qui envisagent de continuer de travailler après la retraite. Une tendance qui va être, on va dire, avantageuse aussi pour les entreprises qui parfois manquent de cadres. Et oui, allez, il faut le dire, c'est ce qui ressort d'une enquête du cabinet Towers Perrin. Valoriser le savoir-faire des seniors, c'est ce soir dans Paris d'Avenir. Alors un véritable enjeu, il faut le rappeler, il y a une urgence parce qu'en 2020, il y aura un actif pour un inactif aussi. Il y a des enjeux aussi. Donc évidemment, les seniors, il va y en avoir de plus en plus en entreprise. Et puis évidemment, on a dit l'âge de la retraite aussi qui va être repoussé. Donc alors évidemment, il y a des propositions des candidats. La présidentielle, à droite, on est plutôt sur exempter de cotisations sociales chaque embauche de seniors en CDI ou en CDD. Il y a l'idée qui a été avancée plutôt à gauche de l'instauration d'un contrat de génération. Comment on peut voir les uns et les autres ces perspectives d'avenir pour l'emploi? Bernard Cotran, président de l'ECTI. Perspective d'emploi. Pas d'emploi pour vous, n'êtes pas dans l'emploi, mais perspective pour les seniors. Comment vous le sentez? Je crois que les seniors ont quelque chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ont une expérience à transmettre. Et puis je disais ce chiffre, finalement, de plus en plus de Français qui ont envie de travailler aussi après la retraite, donc typiquement c'est aussi... D'ailleurs, c'est tout à fait compatible avec une activité bénévole. Nous, on a beaucoup d'adhérents qui sont à la fois bénévoles pour cette activité et qui, en même temps, sont auto-entrepreneurs ou travaillent dans le cadre du cumul emploi-retraite pour leur ancienne entreprise, par exemple. Donc les choses sont tout à fait possibles, il n'y a pas de difficulté. Jacques Barry, vous, le délégué général du CESI. Moi, je dirais qu'il y a des signes qui vont dans le bon sens. On voit par exemple que les valeurs de fidélité à l'entreprise sont en train de revenir en force. Alors qu'il y a quelques années... Même s'il y a eu un fossé quand même qui s'est créé. Oui, il y a quelques années, les entreprises elles-mêmes préconisaient d'avoir des cadres mercenaires, en quelque sorte. S'ils trouvent mieux ailleurs qu'ils y aillent.
Aujourd'hui, ne serait-ce que pour les problèmes de sécurité qui sont devenus considérables dans les entreprises, mais aussi pour des problèmes de professionnalisme, les valeurs de fidélité qui étaient beaucoup plus importantes il y a 40 ans sont en train de remonter. Évidemment, pour que ça remonte vraiment, il faudrait un peu de croissance économique. C'est quand même la croissance économique qui modifie le paysage. Et selon qu'on manque un peu de compétences ou qu'on en a en abondance, les politiques ne sont pas les mêmes. Il y a une réalité, c'est que la retraite des Français sera à 67 ans. C'est simplement impossible qu'à partir de 47 ans, on les fiche au placard. Et en tout cas, vous l'avez soulevé, cette question-là, finalement, les jeunes, les plus anciens aussi, qui peuvent travailler ensemble, et c'est aussi ce que vous dites, Alain Finot. Le but du jeu n'est pas de sauver l'UNEDIC pour ruiner les caisses de retraite. Ça, c'est sûr. C'est pas ça le... Et puis, il y a l'enjeu économique dont on parlait. Alors, c'est ce que vous disiez, Alain Finot, auteur de l'employabilité des juniors et des seniors, publié aux éditions Liaison. Vous êtes, justement aussi dans cette idée que les uns et les autres puissent travailler ensemble. Et travaillent plus jamais ensemble. Il faut décloisonner les entreprises qui fonctionnent bien dans leur gestion des ressources humaines. C'est d'abord de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a déjà un tempo qui est donné par les directions d'entreprise. Et là, les DRH doivent être partie prenante. Elles le sont dans un certain nombre d'entreprises, elles ne le sont pas partout. Mais ça doit se mettre en place de plus en plus. Et il faut vraiment avoir une politique globale de gestion des ressources humaines qui inclut des indicateurs pour bien vérifier qu'aucune population n'est exclue. Que ce soit les juniors, que ce soit les confirmés entre 30 et 50, qui eux vont devoir se positionner aussi, parce qu'en termes de promotion sociale, à l'intérieur de l'entreprise, il va y avoir un moment où les postes pour lesquels ces gens-là avaient des espoirs, il va falloir attendre encore plus longtemps, parce que leurs aînés, les seniors, vont rester plus longtemps sur ce type d'emploi. Donc, attention dans les prochaines années aussi à ce système d'évolution professionnelle, ce qui fait que le parcours professionnel, il doit vraiment se construire à toutes les étapes, avec des attentions particulières à partir de 45 ans, pour que les seniors soient vraiment prêts à être adaptés à toutes les situations pour, après 50 ans, suivre encore 2 postes, peut-être 3 postes. On verra peut-être 4 générations en même temps à travailler ensemble dans une entreprise. Alors Jean-Christophe Lefebvre, oui, juste un mot, parce qu'il faut laisser le mot de la conclusion à Jean-Christophe Lefebvre, et c'est vraiment... Alors juste, allez-y, Jacques Barry, après... Ce que je veux dire, c'est que derrière le problème des seniors, il y a le problème du management des seniors. Et dans bien des cas, les seniors payent le fait qu'on ne sait pas les manager. Voire ils sont managés par des plus jeunes, et c'est pas évident. On ne la leur fait pas, aux seniors. Et donc, tout un bluff du management ne passe pas auprès d'eux, et il faut beaucoup plus un management de vérité. Alors Jean-Christophe Lefebvre, président de Piana HR et auteur aussi de Faut-il jeter le Code du travail aux orties, de 20 mesures simples et efficaces en faveur de l'emploi, publié chez Erol. Exactement, et dans les mesures simples, très concrètement aujourd'hui, un actif, un inactif en 2020, de toutes les manières, la bonne nouvelle, c'est que tous les seniors vont avoir un job. Pour ceux qui souhaitent en avoir, ça ne va pas être un problème. Donc il va falloir juste mettre en musique, mais ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle qu'il ne faut pas oublier, c'est que le système coercitif mis en place par le gouvernement, qui cherche toujours par le système du millefeuille à nous faire un code du travail à 3000 pages, qui deviendra, je pense, 10 000 pages si on continue comme ça dans les 10 ans, fait qu'on pousse l'entreprise à ne pas recruter des seniors. Puisqu'aujourd'hui, c'est pire que tout. C'est déjà que c'est compliqué de recruter parce qu'on ne connaît pas combien ça coûte à la sortie. Mais alors, si vous recrutez quelqu'un de plus de 50 ans, c'est limite la prison. Donc ça veut dire que tant qu'on ne permettra pas aux entreprises de recruter sans avoir cette crainte de l'avenir, et on leur permettra d'ouvrir cette porte qui est toujours la même, la porte d'entrée, la porte de sortie, c'est la même dans l'entreprise, on n'y arrivera pas. Je pense que les politiques ont une vraie responsabilité par rapport à ça. Et je terminerai là-dessus, ni la mesure de Sarkozy, qui a un effet de seuil terrible, dire à partir de 50 ans, plus de charge sociale, autant dire qu'à 49 ans et 11 mois, on va être bankable, et à 50 ans, on ne pourra pas trouver de job. Donc l'effet de seuil, c'est une catastrophe. Et la deuxième mesure de Hollande, même si je sais que dans le principe, ce que vous dites est vrai, je pense que en faire un contrat d'employabilité jeune senior me paraît pas du tout opérationnel sur le terrain. En tout cas, il y a une vraie réflexion engagée. On n'a pas le temps. Les politiques sont un peu démagos sur ces deux sujets. En tout cas, on n'a pas le temps ce soir non plus de citer les 8 autres candidats. C'est pourtant ce qu'on devrait faire, parce que il faut de la représentativité aussi, mais on a compris tous les enjeux de l'emploi des seniors en France. Merci à tous les 4 d'être venus sur BFM Business. La semaine prochaine, c'est Karine Vergnol qui sera aux commandes de Paris d'Avenir. Il sera notamment question de luxe éthique et de bio pour les enfants. Très belle fin de soirée sur BFM Business.